c'est comme un super pouvoir, l'hypersensibilité. Quand tu maîtrises pas, c'est compliqué. Au départ, quand tu as la vingtaine et que tu comprends rien à la vie, ça commence par être plutôt un handicap, une petite malchance. Mais plus tu avances dans la vie, plus tu apprends à te connaître dans tes particularités, tes atypismes, mieux ça va. Et au contraire, il y a le moment où ça devient vraiment ta force, ta singularité, et c'est là où tu révèles complètement ta personnalité et tes talents. Ta seconde vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. De livre en livre, Raphaël nous montre comment être heureux en dépassant chaque fois, dans chacun de ses livres, un autre blocage, une autre manière d'être coincé. Et ce qui est très fort dans chacun de ses livres, c'est qu'elle a inventé un type nouveau d'écriture, où avec ses personnages, les aventures qu'ils traversent, elle nous aide nous-mêmes à faire un chemin vers plus d'authenticité et de sincérité. Dans ce dialogue, on va à la fois partir à la rencontre de Raphaël et aussi de ce qu'elle peut nous dire pour être plus heureux, et puisque c'est l'été, de passer un été avec plus de joie. Bonjour cher Raphaël, je suis vraiment trop heureux d'avoir cette rencontre avec toi. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et qu'on s'aime beaucoup. Et j'avais envie de commencer comme première question à te demander, est-ce que c'est une chance ou une malchance d'être hypersensible quand on est un écrivain? Alors, c'est sûr que au départ, quand tu as la vingtaine et que tu comprends rien à la vie, ça commence par être plutôt un handicap, une petite malchance. Parce que c'est comme un super pouvoir, l'hypersensibilité. Quand tu maîtrises pas, c'est compliqué. Mais plus tu avances dans la vie, plus tu apprends à te connaître dans tes particularités, tes atypismes, mieux ça va. Et au contraire, il y a le moment où ça devient vraiment ta force, ta singularité, et c'est là où tu révèles complètement ta personnalité et tes talents. C'est ce qu'on peut dire, au fond, que tu as réussi par ton hypersensibilité à inventer une écriture d'hypersensible qui parle à tout le monde. Ben, je crois qu'en effet, cette hypersensibilité, ça a été le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire. Parce que tu vois, en tant qu'artiste-auteur, ça m'a donné ces capteurs particuliers. Alors je fais comme ça toujours parce que je suis à la fois une hyper sensorielle, mais j'ai aussi une hyper acuité à l'humain. Et donc c'est un peu comme des antennes, tu vois, j'arrive à scanner les gens, à me mettre dans un état d'empathie extrême pour me mettre à leur place, sentir ce qu'ils vivent. Et ça, c'est fabuleux, pouvoir faire le métier d'écrivain. Tu vois, ce qui m'amuse, c'est que des fois, je me dis, un écrivain, c'est un acteur à plumes. Alors, ça va peut-être te surprendre, mais un acteur à plumes, pourquoi? Parce que, un peu à l'instar des comédiens, moi, je me mets vraiment dans la peau de chacun des personnages. J'épouse leur psychologie et leurs problématiques, et je pense qu'en ça, ça peut se rapprocher presque par mon droit du métier de comédien et d'acteur. Et tu cherches dans tes livres à sentir les problèmes des gens, comment les aider. Tu as inventé une écriture qui soit à la fois des histoires, mais en même temps qui réussit à faire passer des conseils, une approche, un cheminement. Exactement. Alors, si tu veux, mon travail, c'est comme, alors, petite salutation à mon amie Laetitia Colombani, la tresse, mais c'est pareil, mais moi, c'est une tresse, mais seulement à 2 fils, pour écrire un livre. Tu as le premier fil qui part d'un thème clé de voûte. Donc, c'est un thème clé de voûte, c'est par exemple l'amourability pour Cupidon a des ailes en carton. Tu noteras que c'est pas seulement dire le thème du livre, c'est l'amour, parce que ça c'est trop global. Écrire un livre, c'est choisir un angle. Donc, par exemple, celui-ci, l'angle, c'était m'interroger sur est-ce qu'on peut améliorer sa capacité à aimer. C'était de se rendre compte qu'il suffit pas d'être amoureux pour que ça marche. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le pilier clé de voûte de mes ouvrages.
Et donc ce premier fil, après, eh bien, j'ai tout un travail de fond très important pour creuser le sujet, aller faire cette récolte fabuleuse de plein de matières premières. Ça dure d'ailleurs plusieurs mois sans que j'écrive rien du tout, tu vois. Donc il faut vraiment nourrir cette réflexion de fond. D'ailleurs, tu vois, récemment, je me disais, mais pour qualifier mes livres, je disais, est-ce que ce sont des livres sur la comédie humaine? Est-ce que c'est parce qu'on me dit que sont des romans de développement personnel, mais est-ce que finalement, ce n'est pas aussi tout simplement de la philosophie, puisque c'est une réflexion, c'est se poser des questions sur nos comportements, comment vivre. Et donc, tu vois, c'est tout simplement ça. Donc ça, voilà, le premier brin de la tresse. Et après, il y a tout l'habillage, tu vois, à partir de ce squelette solide, comme ça. L'habillage, c'est la trame narrative et que j'emmène de plus en plus loin au fur et à mesure des années. Et là, eh bien, effectivement, c'est inventer tous les personnages, concevoir, leur attribuer une psychologie, une problématique spécifique, parce que un livre, souvent, voilà, tu abordes une thématique avec une problématique, et l'idée, c'est de tenir un fil de démonstration, et quand même, pour moi, à la fin, c'est d'amener une forme de résolution. Alors, pour être plus heureux, on pourrait dire que chaque livre était un peu une manière d'apprendre à être plus heureux. Si on reprend un peu dans l'ordre de tes livres, la première chose pour essayer d'être plus heureux, c'est sortir de la routine, je sais pas routinite, la routinite aiguë. De la routinite aiguë, Ça, c'est vraiment un peu plus, c'est un beau Ouais. souvenir, parce que je me souviens avoir lu le manuscrit de ton premier livre et avoir été complètement frappé par ce que tu disais. Et donc, on va pas raconter toute l'histoire, mais voilà, ça commence, on peut tous se retrouver. Cette pauvre, j'ai oublié son... Camille, cette pauvre Camille se retrouve coincée dans la forêt, il pleut, et elle va voir Claude, et qui lui explique que ce dont elle souffre, c'est de routinite aiguë et que ça se guérit. Et au fond, c'est quelque chose qu'on peut tous s'identifier. Qu'est-ce que c'est la routinite aiguë oui. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tu vois, ce qui me frappait à l'époque, c'était vraiment de choisir pas un cas extrême, hein, de dépression profonde ou de maux très très sérieux, mais ce qui touche beaucoup de gens, un espèce de désenchantement, un mal-être insidieux, rien ne va vraiment mal, et en même temps, on a cette impression que le bonheur nous a glissé entre les doigts. Et ça, c'est assez terrible et très désagréable comme sensation. Et c'est ça qui m'a donné envie de traiter ce thème et d'inventer une histoire, un personnage qui n'existe pas. Enfin, on se demande d'ailleurs, existe-t-il ce routinologue? N'existe-t-il pas? Est-ce que c'est une petite voix à l'intérieur de notre tête? Mais sinon, où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont cherché à consulter un routinologue et je les comprends. Mais moi, tu vois, clin d'œil à ton dernier livre qui parle de philosophie à travers les contes, de fées, enfin les grands contes, je trouve ça extraordinaire. Je trouve qu'on est des conteurs. Et moi, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Est un conte, une métaphore de l'existence? Mon intention, c'était de tendre à mes lecteurs un fil d'Ariane du changement. Parce que moi, quand j'allais pas bien, à un moment de ma vie qui était un point de bascule et où j'étais un peu au fond du puits, je trouvais qu'on était complètement désorientés et perdus. Moi, je ne savais pas qui allait pouvoir m'aider. Et je trouvais qu'il y avait trop à la limite de possible et je voyais pas le fil, tu vois, pour aller mieux. Je le voyais pas. C'est très confusant. Et c'est vrai que ce roman, je portais en moi 10 ans, plus de 10 ans de cheminement personnel, de voir ce qui avait marché pour moi. Et comme tu sais, mon premier métier, c'est d'être une communicante. Donc, c'est pas d'avoir l'air intelligent en écrivant des propos jargonnants et en expliquant que j'ai fait de l'analyse transactionnelle, de la PNL et toutes ces techniques-là. Tu vois, pour moi, c'était pas ça qui allait aider les gens. Mais c'était de faire mon travail de communicante, d'épure, de tri d'informations, de vraiment ressentir ce qui avait marché
Et aller vers une proposition, aller vers la simplicité dans la restitution, c'était ça qui me tenait à cœur. Parce que je crois que donc du coup, ta deuxième vie, c'est comme un chemin de transformation, comme avec des petits galets, mais où c'est simple. Tu sais vraiment le prochain pas, tu traverses le lac, mais le prochain caillou, tu vois très bien où il est. Donc c'est rassurant. Hop, un petit saut, et puis tu finis par traverser la rivière. Et voilà l'intention de ce premier roman. Pourquoi on est pris par la routine? Comment ça se fait quand on est coincé dedans? Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Et puis, moi, je continue à travailler sur cette notion-là parce que j'ai le sentiment que on est tous confrontés quelque part à l'ennui existentiel, mais on ne sait pas forcément mettre des mots dessus. Et ce rapport au réel, la réalité, c'est qu'on ne pourra pas nécessairement vivre des journées extraordinaires tous les jours. Malheureusement, quoi, tu vois. C'est clair. Moi, j'ai un problème avec ça. Quand je suis dans une journée un peu quelconque, ouais, je boude un peu, tu vois. Je dis, non, il n'y a rien de particulier aujourd'hui, voilà. Alors peut-être que le cheminement, le mot acceptation commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et ça m'aide quand même beaucoup. D'accueillir la vie pour ce qu'elle est, donc les moments très intenses, extraordinaires. On recherche tous cette intensité à certains moments pour se sentir vibré, vivant. Mais forcément, il va y avoir d'autres moments beaucoup plus ordinaires. Et c'est voir comment on l'accueille. C'est-à-dire, à mon avis, plus on essaye de mettre de côté ou de s'énerver contre ces moments ordinaires, plus ils sont pesants. Alors que finalement, il y a peut-être une magie à mettre il y a de l'extraordinaire à mettre dans l'ordinaire. Parce que c'est bête, mais tu vois, je faisais ma vaisselle hier, tu vois. Soit tu râles et tu le prends très mal, tu vois. Soit quelque part, tu prends un certain plaisir à prendre soin de ta maison comme si c'était de toi-même en fait. Par exemple, moi, je n'ai pas de femme de ménage ou d'homme, tu vois, parce que ces gestes quotidiens de prendre soin moi-même, comme si ma maison était l'extension de ma personne, tu vois, eh bien, ça amène du sens. Alors que c'est plutôt, ça peut sembler un peu quelconque et donc tu développes tes trivial. antennes d'hypersensibles pour que le quotidien se métamorphose tout en restant quotidien. Oui, en fait, on ne peut pas changer ce quotidien qui, donc, comme on l'a dit, ne peut pas être extraordinaire tout le temps. Donc la seule chose que tu puisses changer, c'est ta perception de cet ordinaire et voir comment... je pense que tout est dans cette façon de ressentir l'ordinaire. Par exemple, on est des fois très pressé, moi je suis plutôt quelqu'un de speed, mais j'étais à un feu rouge, tu vois, hier, et j'attendais que le petit bonhomme passe au vert. D'habitude, honnêtement, je traverse sans attendre que le petit bonhomme passe au vert, à peu près comme tout le monde. Mais là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être, tu vois, je me fixe des expériences moi-même. Voilà, tu vois, je dis, tiens, allez, essaye de rester statique, alors que tout est tout le temps en mouvement dans nos villes, tu vois. Essaye de rester là et d'attendre, mais sans avoir cet agacement intérieur. Vas-y, essaye de voir ce que ça fait, d'attendre ces quelques minutes. Oui, ça fait un peu bizarre d'être là, planté au milieu de la rue, parce que moi, mon impression, c'est que tout le monde il est sans arrêt en mouvement. Et donc, cette immobilité, elle me faisait étrange, mais j'essayais de l'observer. Et finalement, ça m'a plu. Tu vois, c'est idiot, c'est rien ce que je te raconte. Mais ça m'a plu de prendre ce temps pour m'arrêter et d'observer mon ordinaire au lieu de le subir, d'être tout le temps dans le rush. Et de changer ta manière habituelle de faire. Oui. Alors, le livre que tu as publié ensuite, Le jour où les lions mangeront de la salade verte, oui, parle de la burnerie, qui est un nouveau concept que tu as développé, qui est une autre cause. Exactement. Qui est de ce qui nous prive du bonheur. Au fond, chaque livre, c'est un peu... Oui. D'écrire un peu un truc qui nous prive du bonheur. Alors, on a vu la routinite, alors la burnerie, bon, ça c'est la nôtre. Même burne, hein, oui. Fabrice, tu sais pourquoi? Vas-y, dis-moi.
Ben parce que ça vient de Burn, excuse-moi, hein, mais c'est vraiment, je parle dans ce roman des comportements trop testostéronés, en tout cas mais ça peut émaner d'hommes ou de femmes, mais qui sont des profils, des fortes personnalités dominantes, donc promptes à instaurer des rapports de force. Les anti-hypersensibles, ceux qui sont pour les hypersensibles souvent très 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 douloureux. Et Voilà. donc, Oui, c'est ça. et donc Oui. tu montres, là, c'est Oui. surtout comment faire face à toute la burnerie qu'on doit subir au quotidien. Eh bien oui, moi, si tu veux, ce roman, je le portais en moi parce que toute ma vie, j'ai rencontré vraiment des profils burnés. Bon, le premier grand burné de ma vie, c'était mon père. L'Italie hein, du Sud, hein, je t'en passe. Donc très, très brutal dans sa façon de faire. Donc ça, déjà, il a fallu le traverser, prendre sur moi. Donc j'ai beaucoup encaissé ça en ayant l'air de trouver ça normal. Mais à l'intérieur, tu vois, c'est ça l'hypersensibilité, il se passait tout plein de choses aussi. Et puis par la suite, bon, bah, dans l'univers professionnel, j'ai trouvé très violent. Tu vois, donc je suis encore tombée sur des personnels, des lions mal embouchés, mais ça, ce serait une manière très gentille de le dire pour parler de personnalités hautement toxiques. Oui, parce que, dis donc, avant de vivre comme écrivain, tu as travaillé dans plein Ouais. d'entreprises, et donc tu as vraiment Oui. connu Ah oui. les personnalités toxiques. Complètement, et j'étais éberluée. Au fond, ton livre, c'est aussi comment se défendre des personnalités toxiques. Alors oui, c'est vrai que je trouvais qu'à tous les étages, c'était ça. Donc je te disais, dans l'univers de l'entreprise, la sphère familiale, t'es au feu rouge, ça vient juste de passer au vert, t'es déjà klaxonné, voire insulté. Waouh, je dis, il y a quelque chose à dire par rapport à tout ça. Parce que si on arrondissait un peu les angles du monde, la vie serait quand même beaucoup plus belle. Mais alors, tu vois, l'angle que j'ai pris, c'est que j'ai imaginé une héroïne qui a vraiment envie de changer les choses et qui choisit d'organiser des formations pour les burnés repentis. Donc là, c'est quand même des burnés qui ont pris conscience que dans leur comportement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ce qui est déjà assez rare. Ce qui est déjà particulier, et bien, et super bien. Et donc, elle va leur faire vivre un tas d'expériences amusantes. Parce que, tu vois, moi, je trouve que pour faire passer les idées, je préfère le dire avec de l'humour, faire passer avec de l'humour, avec de la tendresse même pour ces personnages. Parce que... Ils sont souvent, tu les décris vraiment comme des êtres, au fond, handicapés. Oui, il y a une forme d'handicap, certains sont voilà, coupés de leurs émotions. Oui, c'est sûr. Et au fur et à mesure Oui. du livre, la guérison va être d'oser sentir un peu leur tendresse et leur vulnérabilité Oui, qu'ils ont rejetée. Exactement. Et souvent les burnés, c'est des gens qui ont refusé leur sensibilité. Complètement, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a en effet ce côté anesthésié de l'émotion, avec plein de petits verrous partout. Et puis, quand même, cette empathie atrophiée, hein, parce qu'il s'il se comporte comme ça, peut-être qu'il n'arrive pas à sentir ce qui se passe pour l'autre, dans leur manière de faire. On pourrait dire que dans la nature, tout est rapport de force, tu vois, mais moi, j'ai la conviction qu'on peut... il y a forcément des personnalités qui ont plus de... comment j'allais dire un mot anglais, de leadership. Ça, c'est bien. Il y a des leaders, il y a des gens qui embarquent les autres, des chefs d'équipe, pourquoi pas. Mais il me semble qu'on peut arriver au même résultat de performance, d'efficacité, mais sans avoir besoin de laminer l'autre, de peut-être même des fois de rabaisser les personnes ou de les faire sentir mal. Voilà, je pense que là, ça discrédite même le ou la burné en question, je pense. Alors le livre suivant, on en a déjà un tout petit peu parlé, Cupidon a des ailes en carton. Ouais. J'adore le titre. Là, tu en as parlé un peu, c'est le concept d'amourability. Oui. Et là, c'est vraiment comment faire, c'est une autre grande question pour essayer d'être heureux, comment faire pour
pour améliorer nos capacités à aimer, à se relier à l'autre, quels sont les mouvements qu'on peut faire, les petits déplacements qu'on peut faire, comment on peut sortir au fond des pièges qui rendent la relation amoureuse si difficile. Exactement. Et pour moi, de même que mon héroïne est une sorte de Candide de l'amour, donc tu vois, au début, elle est éperdument amoureuse de son Antoine, mais lui a déjà réussi et elle se sent en dessous de lui et elle n'a pas envie de vivre cette histoire un ton en dessous. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a un concept gainsbourgien qui m'est venu en tête, c'est je t'aime donc je te quitte. Donc alors évidemment elle le quitte pas vraiment, mais elle a envie de prendre un vrai temps pour se trouver avant de lui revenir. Bon, le concept est particulier, mais ce Love Tour est l'occasion pour elle de réfléchir aux 3 volets qui me semblent indispensables pour améliorer sa capacité à aimer. C'est de conduire cette réflexion entre soi et soi. Ce rendez-vous entre soi et soi, c'est se trouver soi, trouver son ADN, tout plein de choses. Parce que si on n'est pas soi-même, c'est difficile d'avoir une relation avec quelqu'un, parce qu'il y a plein de malentendus. Exactement. On attend des choses de l'autre qu'il ne peut pas nous donner, on projette sur lui des choses qui n'ont aucun rapport avec lui. Donc avoir un peu de rapport à soi-même, c'est fondamental pour apprendre à aimer. Et c'est ça que ton héroïne fait, elle dit « mais je ne peux pas rentrer dans une relation sérieuse avec Antoine si je ne sais pas un peu d'abord qui je suis ». Sinon, on ne va pas être dans cette amourability juste et profonde. C'est exactement ça. Et tu vois, le deuxième volet, c'est entre soi et l'autre, la mise au point, la mise au clair. Parce que ne pas faire ce chemin de comprendre ce qu'est l'altérité. L'autre est un autre. Au début de la vie, peut-être, on est dans le mythe de la fusion. Donc, on veut créer des clones, tu vois. Or, je pense que c'est pas ça l'amour. C'est comprendre et accepter les différences, ne pas vouloir à forcer l'autre à te ressembler, à créer l'autre à ton image. Non, ça marche pas comme ça, je crois. Donc, il y a tout un chemin à faire qui est très intéressant. Et le dernier volet, c'était cette réflexion entre soi et le monde. Donc, tu vois, ça partait d'un épicentre pour aller à l'autre et pour finir carrément à sa mission de vie. Parce qu'on ne peut pas vraiment être dans une relation heureuse, tu montres, si on n'est pas un peu fier de ce que l'on fait, si on n'a pas trouvé un peu sa propre place dans le monde. Exactement, c'est quand même se mettre sur la route de son accomplissement personnel. Alors tu vois, c'est pas forcément, les gens s'imaginent qu'avoir réussi, c'est être devenu riche peut-être, voilà. Pas du tout en fait. C'est quel que soit le niveau, du plus humble, tu vois. La mission de vie, c'est être vraiment, sentir qu'on est au bon endroit, entouré des bonnes personnes, dans l'environnement qui nous convient, je trouve. Et que surtout ça vibre, ça nous rend heureux ce qu'on est en train de faire. Moi j'ai mon petit maraîcher que je croise souvent, qui fait extraordinairement bien son travail de juste te vendre des légumes, mais il y met toujours de l'humour, il met énormément de sourire, enfin je trouve ça fou, tu vois, c'est devenu tellement rare en fait que je le prends comme exemple, j'ai trouvé ça chouette, tu vois. Donc du coup, c'est pas forcément les plus hauts gradés, c'est pas ça qui fait que tu as l'accomplissement le plus extraordinaire nécessairement. Et le livre suivant, le bazar du zèbre à pois, là, tu prends un autre problème qui nous empêche d'être heureux, c'est le manque d'audacity. Comme chaque fois, tu inventes un nouveau concept. Ah oui, audacité, qui est le mélange d'audace et de ténacité. Oui. Et parce qu'au fond, c'est ça qui nous aide à avancer, et tout en assumant la singularité, parce que le bazar du zèbre à pois, c'est vraiment un lieu un peu à part. Exactement. Pour moi, alors mon personnage principal, Basile, est un inventeur. Donc c'est ce qu'on appelle un neuroatypique. Basile, c'est les zèbres, hein, les neuroatypiques, les HPE, les hauts potentiels intellectuels et émotionnels, parce que c'est pas que intellectuel. Mais pour moi, Basile, c'est le grand inspirateur de mon roman. Et ce que j'ai eu envie de transmettre à mes lecteurs dans ce roman-là, c'est d'abord la philosophie du zèbre, et donc cette énergie, cette façon d'aborder la vie
comme un esprit libre qu'est Basile, parce que en tout premier lieu, pour moi, ce roman, je voulais faire un hymne aux audacieux et aux esprits libres. Bon. Et encourager chacun à être un peu plus un esprit libre. Tu montres, exactement. Au fond, c'est une invitation en lisant ton livre d'être soi-même un peu plus un esprit libre, d'oser être un peu plus un esprit libre. Exactement, voilà, parce que ce sont des personnages inspirants dans le livre. Je montre ce que c'est qu'une personne qui est vraiment dans l'inventivité, qui est très connectée à son intuition, à ses émotions, et qui va venir réveiller chez les gens cette part sensible. Ah oui, je fais comme ça parce que c'est toujours pour connecter un endroit du corps. Je trouve qu'on est dans une société très normopensante. Ça, c'est encore. Clair. Ça, c'est Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que la normopensée? Bon, c'est une société qui privilégie un certain mode d'intelligence, alors qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Et je trouve que c'est encore très, très linéaire, tu vois, comme système. Ça va de pair d'ailleurs avec le même mouvement pour décrire le matérialisme, très horizontal. Et les gens, on parlait de routine tout à l'heure, des fois on crève parce qu'il y a plus, ça manque de mouvement ascendant, tu vois. Et or, ce qui donne du sens à la vie ou ce qui fait vibrer, nous fait sortir de notre routinite et qui nous fait donner du sens à l'existence, c'est ces mouvements ascendants, tous ces moments où on se transcende, donc soit où on donne la meilleure version de soi-même dans son activité, ou des moments de création, ou d'amour. Ça, c'est... Voilà. Et c'est quand même aussi une spiritualité. Donc, tu vois, et là, d'un coup, dans le livre, moi, je voulais que la philosophie de mon zèbre, ça désétrique pardon, je sais pas si on peut dire ça, les esprits. Je trouvais un peu étriquer la vision des choses. Et donc, ça manquait d'une quatrième dimension, quoi, j'allais dire. D'ailleurs, dans le livre, il y a un artiste qui a créé une narrow house en vrai, tu sais. C'est une vraie maison, on peut voir sur Internet si vous tapez narrow house. Il a reconstitué pour de vrai une maison, mais complètement aplatie. Tu vois, mais c'est une métaphore pour dire que arrêtons de vivre nos vies d'une manière étriquée. Osons aller osons nous affirmer dans notre ADN, ce qui fait de nous des êtres uniques. Et tu vois, moi, toute ma vie, puisqu'on parle beaucoup d'hypersensibilité et d'atypisme, je passais mon temps à culpabiliser de ne pas être tout à fait normale comme les autres, en fait. Et ça, vraiment, pendant longtemps, ça m'a pourri la vie. Et c'est normal parce que quand tu regardes les influences dans les journaux, les magazines, les réseaux sociaux, il y a quand même des stéréotypes et des gabarits où tu as l'impression que pour être dans les clous, voilà, il faut avoir telle ligne tu vois, il faut être mince, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut s'habiller, tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce que à force d'uniformiser, on va finir par tous se ressembler. Mais ce qui est le plus beau chez un être, c'est pas une beauté ni tu vois, c'est pas quelque chose comme ça, c'est quelque chose de singulier. D'ailleurs, les gens qui percent au cinéma, c'est parce qu'ils ont quelque chose de singulier qui accroche. Alors, moi, tout mon cheminement, c'est de dire qu'est-ce qu'on met à l'intérieur pour que tu rayonnes de ce que tu as mis de singulier, de riche, d'intéressant, de personnel et tout le reste de valeurs aussi, de plein de choses. Et là, ça fait que tu deviens quelqu'un d'habité. Et je pense que c'est ça qui va faire aussi ton succès. Et au fond, on peut dire que tous tes livres parlent de ça, au fond. Parce que déjà, oui. Camille, au fond, c'est ça. À cause de la routine, le trésor qui est en elle s'est estompé. À cause de la burnerie, on est écrasé et on ne sait plus faire face et on n'ose plus être soi-même. Et quand on est vraiment coupé du sens profond de l'amour et qu'on est coupé d'une relation à soi-même, à l'autre et au monde heureuse, bah, au fond, on ne peut pas être soi-même. Il y a quelque chose de malheureux. Donc on peut dire que c'est quand même un des fils conducteurs de ton travail. C'est que la clé du bonheur, elle a beaucoup à voir avec le fait d'oser être un peu plus qui on est. Oui.
Ah oui. et arrêter de s'en vouloir, de ne pas être comme tout le monde. Parce que comme dit, moi, une de mes phrases préférées, c'est tout être humain est une exception à une règle qui n'existe pas. Ouais, très très bien cette phrase. Et donc, Excellente. c'est important de découvrir tous tes livres montrent un peu cette direction. Oui, mais c'est vrai que, tu vois, on me demande souvent mes processus de créativité. Alors, je parle de mon fameux balayage créatif. Moi, je fais des grands maps. Je suis très visuelle, d'ailleurs. On a fait ça, tu m'as des fois aidé. Hein, Tu m'as des fois aidé. Et là, je dois dire que c'est une expérience que ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre, c'est absolument une expérience incroyable. Tes grands tableaux. C'est ça. Je me souviens des fois, on a fait des voyages en train où tu Oui. m'aidais pour trouver le... C'est ça, des balayages créatifs. Et c'est vrai que, tu vois, ça fait des grands boards comme ça où je mets mon sujet central, au centre, dans un rond. Mais après, c'est tirer des fils pour trouver des associations d'idées et que ça te conduit forcément à tout plein de choses. Donc tu as raison, c'est vrai que on pourrait dire qu'au milieu, mon rocher d'auteur, enfin oui, c'est d'éclairer l'existence et comment est-ce qu'on fait pour traverser au mieux l'existence. Donc oui, tu as raison, comment on fait pour quand même avoir trouvé une forme de bonheur ou tout au moins de paix avec soi-même. Hein, ça, c'est le thème central. Et puis alors, du coup, chaque roman, je tente d'aborder les thèmes qui pourraient faire obstacle à ça ou qui me semblent importants d'éclairer pour rendre plus visible le chemin. Oui, et après, ton livre suivant, c'est Le spleen du popcorn. Alors là aussi, tu développes un nouveau concept, si tu veux bien nous en parler. Oui, le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie. Là, ce qui m'a touchée, c'est comment rebrancher sa prise de joie. Quand on se sent plus connecté, c'est assez terrible. Et finalement, l'héroïne, à force de subir toutes ces pressions qu'elle se met à elle-même, parce qu'on est on est très fort à ça. Très fort à ça. Pression qu'on lui met, parce qu'elle bosse dans une agence de celebrity marketing. Enfin, l'univers agence, c'est toujours terrible. Et puis, donc tout ça, ça finit par te mettre sous cloche, par être un peu plombant. D'où d'ailleurs le titre en oxymore, parce que je cherchais, tu vois, le spleen, ça symbolise toutes ces pressions qu'on met, tu vois, c'est écrasant un petit peu. Et quand on est écrasé, au bout d'un moment, on se réveille, on dit, je vis plus, je gère, tout se transforme en performance. Bon, donc on est miné quelque part. Et puis le mouvement contraire du titre, le popcorn, cherchait une image pour symboliser la joie. Donc qu'est-ce que c'était pour moi la joie? C'était retrouver son enfant intérieur, cette spontanéité, cette joie, cette légèreté, mais légèreté profonde, tu vois, c'est quand on se sent vraiment libre quelque part. Et voilà, du coup, le mouvement contraire du titre, le spleen du popcorn. Et cette jeune femme qui inhibe beaucoup, donc je me suis mise à la place de beaucoup de gens qui vivent ça dans le travail, dans l'univers professionnel, toutes ces injonctions pour être performant, parfait, tu vois, et ça finit par nous couper. Et puis la plus grande problématique de l'héroïne, c'est qu'elle ne sait pas poser son cadre, elle ne sait pas dire non aussi. Et ça, c'est aussi parce qu'elle est méchante avec elle-même, parce que comme elle se trouve lambda, qu'elle ne trouve pas de talent particulier, et forcément, pour compenser, elle se dit les gens de la boîte viennent la voir pour lui confier toujours plus de boulot, mais comme elle se sent pas géniale, pas au top, elle les accepte, ces missions. Voilà. Donc le fait de reprendre confiance en soi permet aussi de savoir poser ses limites. C'est formidable. Écoute, merci infiniment d'être venu et d'avoir partagé ainsi quand même le fil conducteur de tout ce qui t'anime. Merci infiniment, Raphaël. Fabrice, c'était un grand plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à mettre des pouces bleus, des cœurs et des étoiles jaunes. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.